Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce soir à la bibliothèque Jean-Pierre Melville pour une nouvelle rencontre dans le cadre du Festival NUMOC 2020, en direct donc d'une bibliothèque. C'est un effort. Nous sommes bien contents de vous y accueillir, Stéphane Bortsmeyer. Une bibliothèque qui nous accueille, ou plutôt qui accueille Stéphane Bortsmeyer. Vous êtes ingénieur à l'AFNIC. Il faudra nous dire au passage un moment exactement ce qu'est l'AFNIC et ce qu'on y fait. Mais vous êtes surtout l'auteur de Cyberstructure, l'Internet, un espace politique, aux éditions CEF. Vous dites très régulièrement, pour entrer dans le vif du sujet, et nous en sommes bien d'accord nous au Festival NUMOC, qu'entre les câbles et nos écrans, il y a de nombreuses couches, des couches logicielles, des couches technologiques, mais des couches qui sont finalement très peu exposées à la lumière, celles qui sont les moins visibles aussi parce qu'elles sont peut-être les moins faciles à expliquer au grand public. Pourtant, à l'heure où les activités productives sont si massivement déployées sur Internet, où la distraction, les rencontres, et je vous ai même entendu parler de drague de cette façon-là, mais aussi toutes les formes de production culturelle et scientifique, il nous a paru particulièrement opportun de vous inviter pour descendre dans la salle des machines, là où se conçoivent et où sont sans cesse modifiés les outils, les normes, les procédures, celles de connexion ou celles de partage, les moyens de l'appairage, et qui permettent aussi finalement qu'on surface nos propres navigations et nos usages soient possibles, soient contraints, soient facilités ou soient empêchés. Les choix techniques, c'est un peu le point de départ de votre livre, ne sont pas neutres et ont donc de très très nombreuses conséquences. Et toutes nos activités finalement en dépendent. Et pourtant, c'est la visite la moins fréquemment proposée au grand public. Celui ou celle que vous appelez parfois Madame Michu ou Monsieur Michu dans votre ouvrage. Et finalement, derrière cette appellation, il y a souvent, en tout cas, vous pointez souvent le prétexte pour justifier que le projet démocratique par excellence d'une mise en discussion de ces techniques, donc prétexte pour qu'on les repousse à plus tard, à ailleurs ou avec d'autres gens qui seraient plus experts. Donc nous ne savons pas finalement comment marche l'informatique. Alors ce soir, est-ce que nous pouvons tous revendiquer le titre de Monsieur ou de Madame Michu et grâce à la confiance de votre éditeur CEF, vos 30 années d'expérience comme ingénieur réseau et par le moyen de votre plume très claire et souvent drôle, nous allons tenter de nous approprier ces techniques pour mieux y cerner ce qu'elles comportent de politique et permettre ainsi que les utilisateurs et utilisatrices que nous sommes de se doter et de transmettre les éléments essentiels de cette littératie numérique. Merci à vous Stéphane Bortsmeyer d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Pour les besoins de ce dispositif assez sommaire, je vais retirer mon masque et je passerai derrière la caméra. Je vous laisserai donc seul face à l'écran, mais nous interagirons régulièrement. Comme les autres rencontres ont permis de le faire, nous réagirons aux questions qui sont envoyées sur le chat du site Facebook des bibliothèques. Je vous les poserai au fur et à mesure dans le cours de notre discussion. Nous partons pour un temps limité, certes, mais nous avons un peu de temps devant nous. Donc peut-être pour commencer, Stéphane Bortsmeyer, partir sur l'origine de cet ouvrage, ce qui vous en a donné l'idée ou peut-être la nécessité. Et ensuite, voilà, vous avez un boulevard devant vous et je me tiens donc de l'autre côté de la caméra, ce qui nous permettra de nous démasquer enfin. Bien, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité ici. Merci à tous ceux qui sont en ligne, que je ne vois pas, que je ne sais pas s'ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est l'inconvénient de la pandémie, c'est qu'on travaille à distance et je ne suis pas un informaticien très représentatif parce que je ne suis pas un grand fan des outils de vidéoconférence, de tout ce qui est purement en ligne. J'apprécie tout ce qu'on a perdu avec la pandémie, les rencontres en présentiel, tout ça. Mais bon, peut-être que ça reviendra un jour et en attendant, on va faire comme on peut. Pour ce qui est de me présenter, l'AFNIC où je travaille, mais qui n'est pas responsable de mon livre ni de cette conférence, l'AFNIC est l'Association française pour le nommage Internet en coopération et c'est l'association qui gère le domaine internet.fr. Donc tous les noms de domaines que vous voyez passer et qui ont un .fr à la fin sont gérés en France, selon les lois françaises, par une association 1901 qui par ailleurs reverse 90% de ses bénéfices à une fondation, la fondation AFNIC, qui aide des organisations qui travaillent pour le numérique, pour
En gros, notamment pour les gens les plus défavorisés. Il y a plein d'associations qui sont aidées par la fondation AFNIC et qui font plein de choses intéressantes. Mais ce n'est pas ça dont je m'occupe moi, donc je vais passer rapidement là-dessus et revenir à l'objet du livre. Donc, Cyberstructure était né d'un problème que j'avais depuis pas mal de temps. C'était qu'aujourd'hui, on utilise Internet pour absolument tout. Et oui, la drague aussi, surtout en période de pandémie où il n'y a pas tellement de choix. Les activités aussi bien professionnelles que ludiques, la distraction, la culture, tout ça passe par Internet. C'était déjà le cas avant la pandémie. Ça s'est encore développé depuis. Et donc ça prend maintenant une énorme place dans nos vies. Et donc ce qu'on peut faire ou pas faire sur Internet, ce qui est facile de faire sur Internet, au contraire ce qui est difficile, voire impossible, détermine donc ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Donc c'est pendant qu'on discute à l'Assemblée nationale, qu'on vote des lois, qu'il y a des grandes discussions sur des grands sujets politiques, pendant ce temps-là, l'infrastructure de l'Internet détermine en bonne partie ce qui va être réellement possible ou pas. Il y a un exemple classique que j'emprunte à Benjamin Bayard, qui est que la liberté d'expression qui existe sur le papier depuis très longtemps, depuis plus de 2 siècles, était purement théorique dans la mesure où la plupart des individus n'avaient pas accès à des moyens d'expression à grande distance. On pouvait toujours, au café du commerce, raconter ses idées à tout le monde. On pouvait éventuellement monter sur une caisse à savon et essayer d'haranguer les foules, mais l'audience réelle qu'on pouvait avoir était très limitée. En pratique, une minorité avait accès aux moyens de communication, journaux, livres, puis télévision. Avec Internet, tout ça a changé. On a donc désormais tout le monde qui peut réellement toucher le monde entier. Alors là, les réactionnaires vont dire « Ah ouais, mais c'est pas bien parce que ça permet à des complotistes de diffuser leurs conneries ou ça permet à des gens qui chantent mal de diffuser leurs concerts en live. » Mais il y a aussi des tas de choses bien. Et souvent, ce regret, ces critiques qu'aujourd'hui tout le monde peut s'exprimer, viennent des gens qui, avant, avaient le monopole et qui regrettent d'avoir perdu ce monopole. Donc, l'Internet n'est pas une simple technique. C'est un système socio-technique qui permet des choses, qui en interdit d'autres, qui en rend difficile certaines, qui a des avantages et des inconvénients. On ne va pas rentrer tout de suite dans le débat, savoir si c'était plutôt mieux avant ou pas. De toute façon, à chaque époque, on a dit que c'était mieux avant. Je crois qu'on a une tablette sumérienne qui doit dater de 5000 ans, où le texte en cunéiforme dessus se plaint que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus comme avant. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat, plutôt se consacrer à quelles sont les particularités de l'Internet qui font que telle chose souhaitable est trop difficile, que telle chose regrettable est trop facile. En quoi est-ce que cette infrastructure va influencer sur nos vies et donc sur la politique? Parce que quand je dis politique, évidemment, c'est pas uniquement est-ce que machin va être remplacé au poste de ministre par un tel autre, ça n'a pas un grand intérêt, c'est plutôt comment on va faire, qu'est-ce qu'on va autoriser, qu'est-ce qu'on va interdire, qu'est-ce qui va être possible, quel va être le futur dans nos vies. Donc ça dépend beaucoup d'Internet, et ça je trouvais que c'était pas très traité dans le débat public. On en parlait assez peu. On parle d'Internet maintenant, mais on va voir qu'on en parle sous un angle qui ne me semble pas forcément le bon. Et on a donc un côté assez curieux, c'est que les choses qui influencent le plus notre vie, parce qu'aujourd'hui, vous allez n'importe où dans le monde entier, bon, en ce moment les voyages c'est un peu difficile, mais sinon vous allez n'importe où dans le monde et vous voyez tout le monde utilise massivement Internet. Et il n'y a pas une réflexion, une production dans le débat public à la hauteur de l'importance qu'a ce système socio-technique dans nos vies. Alors vous allez me dire, mais aussi, il y a des tas de gens qui parlent à la télé ou qui écrivent des bouquins sur Facebook, les discours néfastes sur Internet, est-ce qu'on devient bête avec le numérique, sur les problèmes de sécurité ou d'insécurité, sur les méchants pirates russes, chinois, nord-coréens du Darknet, sur des choses comme ça. Tout ça, il y a un discours public là-dessus, il y a une production de livres, d'émissions à la télévision, mais alors,
Cette production souvent est d'une qualité contestable. Je vais essayer d'être gentil, hein, et, je vais faire un effort pour être gentil. Et d'une qualité contestable parce que souvent elle ne repose pas sur des connaissances réelles de ce qu'il y a en dessous. Et puis elle se focalise sur quelques points spectaculaires et elle en oublie d'autres. Donc par exemple ce soir je ne vais pas parler de Facebook. C'est pas que c'est pas important, c'est important Facebook. Plein de gens l'utilisent et clairement ce que fait ou ne fait pas Facebook a une importance sur notre vie. Mais bon, d'abord Olivier Herfeld en a parlé mieux que moi récemment à NUMOC, donc c'est pas la peine que je revienne là-dessus. Et surtout, j'ai pas des choses originales ou nouvelles à raconter là-dessus. Je voulais parler dans ce livre pas tellement de ce dont on avait déjà beaucoup parlé, Facebook, Google, YouTube, leurs algorithmes, leur modération. Je voulais parler de ce qui est en dessous, de l'infrastructure d'Internet, de ce par quoi passe tout le monde, y compris Facebook et Google. Et je voulais en parler pas juste parce qu'en tant qu'informaticien, ça m'amuse et que c'est quelque chose que je connais, mais aussi parce que ça a aussi une influence sur ce qu'on pourra faire ou ne pas faire, sur ce qui sera facile ou difficile dans nos vies. Et que c'était beaucoup moins traité jusqu'à présent. Donc quelques exemples, par exemple, pour rendre ça un peu plus concret. Pour les questions de vie privée, par exemple, on a beaucoup discuté. Beaucoup discuté du bandeau cookie, acceptez-vous d'être fliqué, si vous n'acceptez pas, de toute façon c'est pareil, de ce que fait Facebook, de ce que font Google, des données qu'ils récoltent, et pas seulement Facebook et Google, mais tas d'autres organisations. Mais on a moins parlé de ce qui était récolté à d'autres niveaux dans les couches dont vous parliez de l'Internet, puisque une particularité du numérique, c'est que surveiller est facile. Puisque tout est réduit à des 0 et des 1 qui circulent sur le réseau, observer des données est facile et ne laisse aucune trace, contrairement à la lettre d'autrefois que si on l'ouvrait, il fallait l'ouvrir à la vapeur et la recoller soigneusement, qu'on ne voit pas qu'elle était interceptée. Dans le numérique, il n'y a aucun problème, on copie tout ce qu'on veut, on le duplique facilement, on peut donc analyser facilement et distribuer ça facilement à d'autres. Et puis on dispose des logiciels pour traiter tout ça. Donc la fameuse aiguille dans la botte de foin, elle a disparu dans le numérique. Aujourd'hui, on peut retrouver une aiguille dans une botte de foin. Vous pouvez en faire l'expérience vous-même facilement. Vous vous connectez sur Google et vous tapez une phrase qui se trouve uniquement sur un blog quelque part au Turkménistan. Et paf, Google va vous ressortir l'unique page du web qui contient exactement cette phrase. Donc l'argument qu'on est protégé par la masse ne joue plus puisque le numérique, pour le meilleur et pour le pire, permet de traiter une grande quantité de données. Et ça, c'est à toutes les échelles. C'est-à-dire que vous vous connectez, vous êtes quelque part, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi et ensuite vous vous connectez à Facebook. Facebook peut enregistrer tout ce que vous faites et vos données, mais ils ne sont pas seuls. Sur le trajet, plein de gens aussi peuvent le récolter. Et le traiter plus ou moins légalement, selon les cas. On va me dire des fois, mais non, mais le RGPD ne le permet pas. Alors, d'abord, le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, est écrit en des termes assez généraux pour faire qu'il y a quand même plein de choses qui sont possibles. Comme dans toutes les lois, ce qui est intéressant, c'est la liste des exceptions. Et elle est assez longue dans le cas du RGPD, mais en plus, il est massivement violé. Donc ces problèmes de vie privée ne se limitent pas à Google qui est méchant et qui récolte des données sur nous. C'est un problème beaucoup plus général que ça, c'est que le numérique rend les choses trop faciles. On entend des fois les hommes politiques dire qu'il y a un problème de sécurité, c'est que maintenant, avec les techniques modernes, les communications ne peuvent plus être interceptées et donc que la police est devenue aveugle. C'est un discours qui revient très souvent. Les forces de l'ordre sont devenues aveugles, on est désarmé face aux terroristes qui utilisent les réseaux. C'est tout le contraire. Avec le numérique, tout un tas de choses qui avant ne laissaient aucune trace, maintenant laisse systématiquement une trace. Il suffit de comparer ce que vivait le monsieur Michu dont on parlait tout à l'heure il y a 50 ans et maintenant. Monsieur Michu, il y a 50 ans, sort de chez lui, se promène dans la rue, s'arrête devant un kiosque, achète un journal, le lit au café, rencontre un copain, discute avec le copain, va dans une librairie, achète un livre, lit les 2 premières pages de livre, puis ça l'ennuie, il arrête et il ne lit pas le reste du livre.
Et puis après, il va, je sais pas, dans un hôtel de 5 à 7 avec une femme, et puis après, il retourne chez lui. Et toutes ces activités-là, il y a 50 ans, ne laissaient aucune trace, sauf si un détective privé était en permanence au basque de M. Michu, notait tout ce qu'il faisait, et encore, il ne pouvait pas tout voir, il ne pouvait pas se rendre compte de tout, il pouvait avoir du mal à voir, par exemple, quelles étaient exactement les pages du livre que M. Michu avait lu. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Toutes ces activités laissent des traces. Vous sortez, votre téléphone va communiquer sa position en permanence, parce que pour pouvoir recevoir des appels, il faut que l'opérateur sache où vous êtes pour savoir à quelle station de base transmettre les messages. Donc on sait où vous êtes passé. L'ordiphone le sait, mais aussi l'opérateur du réseau téléphonique. Vous achetez un journal, ben non, aujourd'hui on n'achète plus un journal, on le regarde en ligne. Et alors là, il y a 50 dispositifs de pistage qui sont mis en place sur chaque journal. C'est d'ailleurs amusant de voir la presse française qui souvent tient des discours très vertueux contre les GAFA, disant « Ah, les méchants Google, ils volent les gens qui produisent le contenu et puis ils ne payent pas leurs impôts et puis en plus ils récoltent plein de données personnelles. » Et à chaque fois que je lis un article sur un site web d'un média français qui raconte ça, je regarde en détail la page en question et je découvre qu'elle est pleine de petits trackers, qu'il y a plein de cookies qui sont envoyés, qui récoltent plein de données. Ensuite, M. Michu rencontre un copain, pareil, ça laisse des traces. Déjà, leurs deux téléphones sont au même endroit. C'est déjà une information en ça, ce qu'on appelle une métadonnée. C'est-à-dire que même si on n'a pas le contenu de leur conversation, on sait qu'ils se sont rencontrés. Des applications, d'ailleurs, comme Tous Anti-Covid, en tirent profit pour suivre avec qui on a été en contact. Ensuite, le monsieur Michu, il y a 50 ans, allait dans une librairie et acheter un livre. Aujourd'hui, il va sur Amazon, il commande le livre. Amazon sait qu'il a acheté le livre. Et si c'est un e-book, un livre sous forme uniquement numérique, qu'on télécharge sur le Kindle, Amazon sait non seulement qu'on l'a acheté, mais c'est exactement quelle page on a lu. Et donc peut déterminer quels sont les livres qui ont été lus, et donc y compris influencer l'édition en disant les livres qui ont au-delà de telle page se vendent moins ou sont moins lus après, ce genre de choses. Et puis ensuite, j'imaginais que M. Michu, il y a 50 ans, allait dans un hôtel rencontrer quelqu'un. Là aussi, pareil, ce genre de choses, aujourd'hui, peut être tracé de tas de façons possibles. Ça va jusqu'à des cas qui sont rigolos, mais qui en fait sont graves. Si vous avez lu les articles de Raina Stamboliska, par exemple, sur la sécurité des objets connectés, elle a travaillé sur les sextoys connectés. Il y a des sextoys connectés aujourd'hui, tout est possible, tout est connecté aujourd'hui. Ces sextoys ont un capteur de température, donc ce qui leur permet de savoir quand est-ce qu'ils sont à l'intérieur du corps humain ou pas, et sont connectés, c'est-à-dire transmettent en permanence ces données à l'extérieur. Donc ça donne une idée du niveau de traçage qui n'est pas juste limité à Facebook est méchant et récolte des données personnelles. Donc ça, c'est un premier exemple des cas où on a toute une infrastructure, tout ce qui compose le numérique, qui change beaucoup, pas mal d'idées qu'on pouvait avoir sur la sécurité. Je pense que le monsieur Michu d'il y a 50 ans ne s'imaginait pas qu'un jour on puisse suivre toutes ces opérations, c'est des opérations banales, et aujourd'hui, le monsieur Michu ne se rend pas compte non plus de toutes les traces qu'il laisse à tout moment. Bon, un autre cas où le rôle de l'infrastructure est important, c'est tout ce qui concerne la fracture numérique et l'interconnexion des opérateurs. Alors, c'est deux sujets qui sont en fait reliés. La fracture numérique, on le limite en général au cas simple de les personnes qui habitent au fin fond de la Creuse ou du Poitou, qui n'ont pas d'accès à Internet, qui ont un accès de très mauvaise qualité, la DSL est très loin du central, le signal est de mauvaise qualité, ce genre de choses, ou bien qui sont carrément dans une zone blanche et qui ne captent pas. Mais la fracture numérique, elle existe aussi à un niveau international. Il y a des pays mieux connectés que d'autres. Alors, Internet a été un gros progrès avant un chercheur scientifique qui travaillait dans un pays comme Madagascar, il recevait les informations scientifiques, les journaux, les articles des mois après tout le monde, et quand il voulait répondre, c'était le même problème quand il les recevait. Internet a permis un accès bien plus rapide, mais néanmoins, il y a des tas de pays qui sont moins bien connectés, où les conditions de travail en connecté sont beaucoup plus difficiles. Et c'est souvent lié à la façon dont les opérateurs Internet s'interconnectent entre eux. Parce qu'il n'y a personne qui est en charge de l'Internet. Il n'y a pas une entreprise qui s'appellerait Internet Société Anonyme, qui aurait un directeur et que ce directeur dirait « Tiens, aujourd'hui, on va mettre des investissements dans tel pays ». En fait,
Chaque opérateur Internet agit de son côté. Quand c'est une entreprise à but lucratif, elle agit pour maximiser son profit. Et ce qui fait l'Internet, c'est l'interconnexion de ces opérateurs. C'est-à-dire qu'ils décident de se connecter physiquement, mais aussi d'échanger du trafic, c'est-à-dire de permettre au monsieur Michu d'un des opérateurs de parler au monsieur Michu de l'autre. Et comme tous les opérateurs ne sont pas connectés avec tous les autres opérateurs, ça fera trop d'interconnexions, ils passent par des intermédiaires qui sont des opérateurs spécialisés dans l'interconnexion, des opérateurs d'opérateurs, on pourrait dire. Et ce processus n'est pas parfait. En France, ça marche plutôt bien. Tous les opérateurs sont relativement connectés entre eux, ce qui fait que, par exemple, 2 internautes français qui communiquent, très probablement passent par la France ou à la rigueur l'Europe. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Amérique latine ou en Afrique, dans la plupart des pays, quand les monsieur Michu d'un opérateur et monsieur Michu d'un autre opérateur communiquent, ça passe par Miami, Houston, Marseille, Paris, Londres. Bref, ça fait un sacré détour qui se traduit en lenteur, en moins bonne qualité de communication et qui a des conséquences là aussi sur ce que les gens peuvent faire ou pas. Par exemple, là, on est en train de faire une visioconférence. On voit de plus en plus souvent des gens qui ont quelque chose à raconter, qui au lieu de faire un texte, qui est un type de données relativement léger, qui passe assez vite sur le réseau, font à la place une vidéo qui dit la même chose que le texte. La personne parle devant une caméra pendant un quart d'heure, disant exactement la même chose qu'un texte. Et bien, en faisant ça, on élimine tous les gens qui ont une mauvaise connexion, qui ont une connexion où la vidéo ne passe pas. Donc voilà encore un exemple où des considérations techniques influent sur ce qu'on peut faire ou pas, et où un débat qui paraît très technique, l'interconnexion des opérateurs, là on va se balancer des grands mots, peering, transit, point d'échange, BGP, tout ça on peut se dire c'est un truc uniquement pour les techniciens, moi ça ne m'intéresse pas, sauf que ça a des conséquences sur ce qu'on pourra faire ou ce qu'on ne pourra pas faire. Et je ne parle même pas, bien sûr, des risques de surveillance, enfin non, disons le mot franchement, d'espionnage, quand le trafic interne d'un pays passe par un autre pays. Puis il y a un autre exemple qui me tient à cœur, qui est lié à le fait que les discussions politiques sur Internet, quand elles se focalisent sur les gros acteurs comme Google, Facebook, souvent font comme si c'était inévitable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ces gros acteurs servent d'intermédiaires dans la plupart des communications et sont médiateurs de la plupart de nos communications. Et ça n'a pas toujours été comme ça, et ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de raison technique que ça soit le cas. On dispose d'autres architectures que ça. On va prendre simplement l'exemple de la vidéo. Aujourd'hui, YouTube est en position dominante, c'est-à-dire que si on veut, d'ailleurs je crois que ça va être le cas de la vidéo qu'on est en train de tourner en ce moment, qui va être sur YouTube, c'est classique, c'est la position dominante, mais on pourrait distribuer des vidéos autrement en utilisant ce qu'on appelle le pair-à-pair, c'est-à-dire la communication directe de machine à machine, sans passer par un intermédiaire. Ça tombe bien, il y a un logiciel pour ça qui s'appelle justement PeerTube. PeerTube est un logiciel qui, au lieu, c'est pas un service comme YouTube qui est géré par une boîte unique et que tout le monde doit utiliser et dont tout le monde doit accepter les conditions d'utilisation, celles que je suis sûr vous avez acceptées après les avoir soigneusement lues quand vous êtes connecté à YouTube. PeerTube, au contraire, est un logiciel que tout le monde peut installer de son côté et qui, d'une part, permet à tout le monde de servir ses propres vidéos, mais en plus de le faire de façon efficace, puisque la communication est faite en pair à pair. Donc si une vidéo est très populaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens la regardent au même moment, ce qui en général écroule le serveur de vidéo, ce n'est pas le cas avec PeerTube, puisque les différentes personnes qui regardent la vidéo s'échangent les bouts de la vidéo aussi entre eux automatiquement, ce qui fait que le serveur d'origine n'a pas besoin d'être une énorme machine très puissante, très chère, connectée par des réseaux très rapides, ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple, cette histoire de la distribution des vidéos, mais qui peut s'appliquer à beaucoup de choses, c'est un autre exemple de ce que peut faire l'infrastructure. Si on décide que il n'y a pas d'autre avenir que les gros machins centralisés comme Google et Facebook, à ce moment-là, on rentre dans des débats sur leur modération, leur censure, la régulation qu'il faut faire, qui sont, à mon avis, c'est largement perdu d'avance. Quand une boîte a un tel pouvoir comme a YouTube ou Facebook, il n'y a pas de régulation qui tienne. Un tel pouvoir, elle va forcément en abuser. C'est un classique de la politique, quand quelqu'un a un énorme pouvoir, il en abuse. On peut essayer de le réguler et toujours mal parti. La solution, c'est au contraire de changer de système, et donc de passer d'un système où on a un petit nombre de gros acteurs qui médient, qui
servent d'intermédiaire dans toutes nos communications, à un système au contraire complètement éclaté, avec de partout des distributions, des gens qui distribuent des bouts de vidéo, des choses comme ça. C'est techniquement faisable, et en fait c'était même comme ça qu'on faisait avant l'apparition des grands acteurs du web. Aujourd'hui, on dispose de nouvelles solutions techniques pour faire ça de manière plus satisfaisante, et c'est donc important quand on débat de la place de ces gros acteurs, de se rappeler qu'il y a d'autres possibilités. Et ça, en politique, c'est vraiment une des choses qui est le plus souvent oubliée, cette idée qu'il y a d'autres possibilités. Le monde n'a pas toujours été comme il est, et ne le sera pas toujours, et d'autres solutions sont possibles. Voilà, c'est juste quelques exemples de comment l'infrastructure de l'Internet influe sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, et sur des débats politiques. Il y en a d'autres dans mon livre, non, ce n'est pas de la publicité, c'est juste pour signaler qu'il y a des tas d'autres exemples qui sont possibles, mais je crois je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui sont devant leur clavier ou leur micro et qui sont impatients de prendre la parole, donc je vais les laisser. Qui brûle de poser des questions. Merci beaucoup pour cette mise en bouche sur cet ouvrage, en effet assez passionnant. Il y a une première question que je voulais vous poser, peut-être pour préciser pour tout le monde ce que vous appelez un système décentralisé. En dehors de ces grandes figures toujours invoquées pour parler de ces questions techniques que sont des plateformes ou de grands opérateurs, quand on regarde un peu de plus près, votre livre invite à le faire, il y a énormément une pluralité d'acteurs qui réalisent des services partiels pour le fonctionnement du système. On a l'impression, à l'inverse de l'image classique de 2, 3, 4, 5 grands opérateurs qui dominent l'intégralité du fonctionnement de la circulation sur Internet, qu'il y a au contraire des centaines, voire plus, d'acteurs dont on ne connaît plus très bien, enfin en tout cas nous ne connaissons pas très bien leur rôle respectif, mais si on prend un exemple comme la France, il y a bien sûr les fournisseurs d'accès Internet, mais il y a également ceux qui régulent les noms de domaine, vous en parliez tout à l'heure. Il y a des protocoles techniques qui sont plutôt des opérateurs publics et qui définissent le cadre dans lequel chacun de ces opérateurs doit fonctionner. Donc on est assez loin en fait de cet oligopole de quelques grandes entreprises privées, plutôt américaines, mais pas seulement. Comment tout ça s'imbrique et comment cet archipel de relations très compliquées pour le grand public finit par faire fonctionner quelque chose d'aussi énorme qu'est la circulation sur Internet. Oui, s'il y a des croyants, je dirais que c'est miraculeux. Ça donne un peu cette impression. Vous avez dit un jour, l'impression que c'est le bordel n'est pas fausse, enfin c'est même plutôt vrai, et comment ça marche, c'est assez compliqué à expliquer. Je me souviens d'une vidéo, un micro-trottoir qui avait été fait rue Saint-Guillaume, où se trouve le siège de Sciences Po, et où plusieurs étudiants de passage étaient interrogés avec des questions simples, genre qui dirige Internet. Et donc, c'était pas Monsieur Michelu, c'était des étudiants de Sciences Po, donc a priori des gens qui connaissent, qui sont très intelligents, et la plupart des réponses, alors beaucoup étaient assez francs pour dire je ne sais pas. Qui était sans doute la meilleure réponse quand on ne connaît pas, mais certains prenaient plus de risques en disant ça doit être Google, non? Ou alors non, enfin avec des fois même des théories limite complotistes, du genre que c'est les patrons de Google, de Facebook, Netflix et quelques autres qui se réunissent autour d'une table et qui décident en secret de l'avenir d'Internet. En fait, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs pour des raisons historiques et même des fois pour des raisons délibérées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dirigeant d'Internet, il n'y a pas de comité central d'Internet, il n'y a pas de direction d'Internet, il y a c'est une idée souvent répandue, qu'il y aurait quelque part une direction, mais non, il n'y en a pas. Des fois, on la cherche, des fois même on l'invente. On entend parler de tel ou tel organisme, l'ICANN, par exemple, en Californie, on dit ça doit être eux qui dirigent l'Internet. Non, c'est pas eux, c'est pas Google non plus. Il y a plein d'acteurs effectivement différents. Alors on peut aussi citer les auteurs de logiciels, Microsoft pour Google via Android pour les ordiphones, Apple, mais aussi des acteurs plus petits, mais qui ont un rôle, même quand ils sont minoritaires, ils ont un rôle important parce qu'ils maintiennent un pluralisme et ils peuvent empêcher les plus gros d'avoir trop de pouvoir. Je rappelle par exemple que la majorité des ordinateurs connectés à l'Internet aujourd'hui utilisent comme noyau de système d'exploitation, c'est-à-dire la partie la plus technique
du logiciel, c'est qui touche au matériel, un logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel qui est sous une licence permettant à tout le monde de le copier, de le modifier, d'avoir accès à la façon dont il tourne, à tous les détails. En l'occurrence, c'est le système Linux qui est utilisé aussi bien dans la grande majorité des serveurs de l'Internet que dans la grande majorité des ordiphones via Android. Aujourd'hui, il y a une certaine pluralité. Alors, ce n'est pas non plus un système idéal, une utopie parfaite où tout le monde, où il n'y a pas de chef et où tout fonctionnerait harmonieusement. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a des grosses inégalités entre ces acteurs. Clairement, Google a plus de poids que, par exemple, tel petit fournisseur d'accès dans un pays lointain ou tel petit auteur de logiciel qui travaille dans son coin. Donc il y en a qui sont plus forts que d'autres, qui ont plus de pouvoir que d'autres. Mais aucun n'a un pouvoir absolu et ne peut tout décider. Vous parliez des normes tout à l'heure, des normes techniques qui déterminent l'interopérabilité, puisque l'Internet repose sur le fait que tout le monde peut parler avec tout le monde. Depuis mon ordiphone avec Android, il faut que je puisse regarder un site web qui est hébergé sur une machine Windows avec le serveur IIS de Microsoft, ou bien avec un serveur qui est hébergé sur une machine FreeBSD avec le serveur WebNGINX par exemple. Il faut que pour tout ça fonctionne, il faut des règles communes, ce qu'on appelle en informatique les protocoles. Ces protocoles sont formalisés la plupart du temps dans des normes techniques, rédigées dans des organismes comme le W3C, l'IETF. Et par exemple, à l'IETF, on est en ce moment dans un beau débat autour d'un nouveau protocole de transport des données qui a été initialement proposé par Google. Et ça fait des années qu'il est en discussion à l'IETF. Alors, ce n'est pas forcément satisfaisant que ça prenne des années, mais ça illustre le fait que Google n'a pas un pouvoir absolu. Ça fait des années qu'ils essayent d'obtenir que ce protocole, qui techniquement d'ailleurs est tout à fait correct, ne pose pas de problème, le protocole QUIC est très bien, mais même Google n'arrive pas à faire que ça soit pouf, adopté et que instantanément tout le monde l'utilise. Alors que c'est sans doute, parmi les acteurs de l'Internet, un de ceux qui a le plus de pouvoir. Donc effectivement, il y a une variété de pouvoirs. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est embêtant des fois parce que ça rend difficile de prendre des décisions. La démocratie, c'est compliqué. D'un autre côté, c'est une bonne parce que ça protège contre le fait que s'il y avait un pouvoir, s'il y avait un directeur de l'Internet, s'il prenait des bonnes décisions, ça serait super. S'il prenait des mauvaises décisions, ça serait une catastrophe. Donc, en l'absence d'un mécanisme pour garantir qu'on ait une bonne direction de l'Internet avec un bon directeur sympa qui prend des bonnes décisions, le système bordélique a l'avantage qu'au moins personne ne peut tout décider tout seul. Dans un autre, je crois que c'est à la page 40 de votre livre, je me suis demandé si vous alliez citer un vers de René Char qui dit c'est au cœur de l'archipel que gît le chemin, parce que vous dites l'Internet finalement c'est la route empruntée pour relier Monsieur Michu qui veut aller jusqu'au cours en ligne de l'université indienne de Bhubaneswar. Et vous dites par là que ce chemin peut se redéfinir à tout moment en fonction des opérateurs qui interviennent et la route qui va être reprise pour que Monsieur Intel puisse accéder à ce cours en ligne de l'université lointaine en Inde dépend de plein de paramètres qui sont à la fois les protocoles qui sont utilisés à un moment donné, mais également la manière dont les entreprises qui sont sur le chemin tout au long de la chaîne vont eux-mêmes intervenir, voire disparaître, etc. La première question quand j'ai vu cette phrase qui m'est venue, c'est est-ce que ce chemin a changé aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans lorsqu'on était encore dans des usages un peu différents? Est-ce que la normalisation et les discussions autour de la normalisation des protocoles permettent de trouver d'autres chemins plus efficaces? Y a-t-il un progrès finalement technique de ce côté-là? Alors quand c'est à l'intérieur d'un même opérateur, les différents protocoles qui vont essayer de trouver le meilleur chemin cherchent effectivement le meilleur chemin. Alors meilleur, peut être compliqué, mais effectivement à l'intérieur d'un opérateur, c'est à peu près évident qu'il faut qu'on trouve le meilleur chemin. Entre opérateurs, ce n'est pas le cas. On ne cherche pas le meilleur chemin. On cherche au contraire à un chemin qu'on contrôle, puisque les opérateurs sont, beaucoup sont des entreprises commerciales, même quand ils ne le sont pas, elles sont insérées dans un système où le business gouverne tout. Donc on ne cherche pas le meilleur chemin, on cherche celui qui est conforme aux accords qu'on a passés,
aux parties de bras de fer qu'on fait avec les autres opérateurs pour obtenir des conditions plus avantageuses. Et si tu ne m'en donnes pas, je vais aller ailleurs. Donc des fois, le chemin se dégrade parce que, par exemple, deux opérateurs ont un désaccord commercial et il y en a un qui choisit de faire pression sur l'autre en passant par un concurrent, même si le service est moins bon. C'est toujours une affaire compliquée pour les opérateurs, il y a beaucoup de critères en jeu, mais les décisions qui sont prises ne sont pas des décisions techniques du genre le chemin le plus rapide ou celui qui a le moins de pertes de paquets, ce sont des décisions business. Et puis elles peuvent être influencées aussi par la loi, puisqu'il y a pas mal de pays où il existe des lois qui peuvent contrôler un peu ça. Alors ça peut être pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça peut être par exemple pour obliger les opérateurs à échanger le trafic nationalement pour éviter qu'il ne passe sous les yeux d'un observateur étranger, puisque tous les pays qui en ont les moyens espionnent le trafic Internet. Ça peut être pour des moins bonnes raisons aussi. Je soupçonne que la loi russe récente qui oblige les opérateurs à s'interconnecter localement dans le pays a aussi des buts qui ne sont pas uniquement pour la protection des données personnelles. Est-ce que vous pourriez préciser ce détail? Parce que c'est pas simple en fait à saisir quand on n'est pas un habitué. Si on prend un pays voilà, d'un point A à un point B à l'intérieur des frontières d'un État, la communication peut passer par plusieurs opérateurs qui se sont en quelque sorte répartis ou qui sont répartis le marché. C'est-à-dire, je suis en France, moi qui utilise Free et mon voisin qui utilise Orange, par exemple, on est bien là face à deux opérateurs. Pour entrer en communication, mon voisin et moi, il faut que nos deux opérateurs, fournisseurs d'accès en l'occurrence, se soient mis d'accord sur le système d'échange. Tout à fait. Ce système n'est pas gouverné de l'extérieur. Bon, l'autorité de la concurrence ou l'ARCEP, dans une certaine mesure, regarde ce qui se passe, mais fondamentalement, c'est une décision business entre les deux opérateurs qui se rencontrent, discutent, se serrent la main, enfin, non pas en période de pandémie, mais sinon se serrent la main, quand ils sont d'accord, établissent une interconnexion privée ou passant par un point d'échange public. Mais dans le cas de Free et Orange, ça va plutôt être une interconnexion privée. C'est plus compliqué quand les deux opérateurs ne sont pas proches physiquement. C'était l'exemple d'un client de Orange qui veut voir un site web qui est hébergé en Inde chez Air Alliance, par exemple. Dans ce cas-là, il risque de ne pas y avoir de connexion directe. Ouais. Et dans ce cas-là, il faut passer par des intermédiaires. Et des fois, c'est plus ou moins compliqué. Des fois, on passe même par plusieurs intermédiaires et qui gèrent en fonction de leurs propres intérêts business. Donc, des fois, en plus, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte. J'en parle un peu dans mon livre. Et là, on rentre vraiment dans des détails très précis. Le rôle des CDN, c'est-à-dire ces réseaux de distribution de contenu. La situation, ce qu'elle a par rapport à il y a 20 ans, c'est certainement compliqué. Parce qu'il y a des tas d'autres mécanismes nouveaux qui sont maintenant en jeu. Mais le fond de la question reste la même. C'est que c'est un problème de business. Et les décisions qui sont prises d'interconnexion ou pas d'interconnexion sont des décisions business. Éventuellement, dans un cadre légal particulier. Alors, il y avait aussi deux images qui apparaissaient à la lecture du livre, encore une fois pour le transcrire dans des univers qui sont plus faciles à maîtriser. Est-ce que ces connexions entre opérateurs ressemblent un peu aux chambres de compensation des banques, par exemple? C'est-à-dire, finalement, on se met d'accord à l'avance et on dit que d'accord, on peut travailler ensemble et plutôt que de faire des flux qui réellement vont se dérouler, on regarde ce qui simplement nous sépare. Et puis l'autre image, c'est celle simplement des biens matériels les plus courants, je sais pas, un pot de yaourt finalement entre le producteur laitier, le conditionneur qui est ailleurs, et puis pour des raisons purement commerciales, on s'aperçoit que pour aller je sais pas, d'un espace montagnard proche d'ici jusqu'à mon assiette, il a fallu peut-être faire 2 fois le tour du monde pour acheminer et pour amener ce produit fini directement sur mon assiette. Donc, est-ce que ce sont des images qui sont proches de ce qu'est la réalité des échanges de communication aujourd'hui sur Internet? L'image de la chambre de compensation, oui, elle est pas mal, parce que les banques sont dans une situation de relative égalité, hein, les plus grosses et les plus petites, mais elles se ressemblent. La grosse différence étant qu'il y a relativement peu de banques, alors que des opérateurs Internet, il y en a beaucoup. Rien qu'en France, déclaré à l'ARCEP, je ne sais plus combien c'est, mais enfin
C'est pas juste les 3 ou 4 que n'importe qui peut citer. Sans compter que des tas d'entreprises sont elles-mêmes leurs propres opérateurs Internet dans certains cas, et au niveau mondial encore plus. Et alors pour le pot de yaourt, la grosse différence, c'est que là on est dans une relation producteur-consommateur, c'est-à-dire que les marchandises voyagent dans un seul sens. Une particularité de l'Internet, c'est que la communication est dans les deux sens. Monsieur Michu parle à Madame Tout-le-Monde, mais Madame Tout-le-Monde répond à Monsieur Michu. Et ça, c'est la communication vue des humains, puis vue du point de vue des ordinateurs, c'est encore plus vrai. Tout le monde échange avec tout le monde, donc on n'est pas dans une situation équivalente à l'envoi des marchandises. Mais par contre, oui, il y a un point commun, c'est-à-dire que la route réellement suivi, le chemin réellement pris n'est pas forcément celui qui, du point de vue purement technique, semblerait le plus logique. Sur cette lancée, on a l'impression que finalement, quelles que soient les guerres commerciales qui apparaissent en surface entre des opérateurs qui sont véritablement en concurrence et qui mettent en œuvre toutes les armes à leur disposition dans des cadres légaux de la concurrence, en fait, dessous cette première facette, ou en dessous de l'iceberg, en dessous du niveau de l'eau, en quelque sorte, on a l'impression qu'il y a d'énormes échanges d'accords, de protocoles d'accords. Comme vous disiez, il y a même au cœur de nos machines des morceaux de libre, enfin de logiciels libres ou de systèmes venus du monde du libre. Donc sous la guerre ou sous l'apparence de cette bataille commerciale permanente, il y a énormément de coopération. Il y a un mélange de coopération et de compétition, et il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent en dessous. La coopération, elle est due au fait que tout le monde a intérêt à ce que l'Internet marche. Le client de Free, d'Orange ou de Comcast ne resterait pas chez Free, Orange ou Comcast s'il n'avait accès qu'au réseau de cet opérateur. Donc effectivement, c'est l'intérêt de tout le monde que ça fonctionne, y compris de gens qui sont très opposés, y compris au niveau des pays. Les États-Unis, la Chine, la Russie peuvent avoir des relations des fois bonnes, des fois moins bonnes, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'Internet fonctionne. Les pays qui peuvent se permettre d'être complètement isolés de l'Internet, c'est extrêmement rare. À part la Corée du Nord, il ne peut pas y en avoir beaucoup. Donc il y a un échange effectivement permanent, et donc tout le monde s'arrange pour que ça fonctionne, et il y a beaucoup de discussions qui se passent derrière. Ça ne marche pas tout seul, ça nécessite beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Une partie est privée, c'est des relations d'affaires. On ne raconte pas publiquement, par exemple, les négociations entre Free et Orange sur leur interconnexion. Ça, c'est entre Free et Orange, ça n'est pas publié à l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. De temps en temps, on voit quand il y a une crise vraiment sérieuse, on en voit les conséquences. La plupart du temps, on ne le sait pas. Mais il y a aussi une partie qui est publique. C'est les différents forums où se réunissent les opérateurs. Bon, vous vous réunissez physiquement avant, maintenant c'est en ligne, c'est moins drôle, mais ça en prendra peut-être. Les réunions RIP en Europe, les réunions NANOG aux États-Unis. Dans ce genre de réunions, les opérateurs se voient, discutent. Il y a une partie de la discussion qui est sur l'estrade et qui est publique, une autre partie qui se poursuit au bistrot après. Et une bonne partie du fonctionnement de l'Internet repose là-dessus. Repose sur ces échanges, repose sur le fait que l'Internet ne connecte pas des machines, il connecte des humains. Un des clichés les plus énervants sur l'informatique, qui me agace toujours, c'est qu'on dit « Ah mais être informaticien, c'est-à-dire qu'on va parler qu'à des machines et pas à des humains ». En tout cas, pour les réseaux informatiques, c'est faux, puisque par définition, on ne fait pas du réseau tout seul. Donc il y a tout le temps un échange entre humains qui est nécessaire pour que ça fonctionne et que ça continue à fonctionner. D'accord. Même si ce sont des machines qui envoient le message, qui commence par 400, et donc pour nous les bibliothécaires, ça représente des cotes, mais j'ai bien compris que finalement le simple fait d'annoncer un message qui arrive avec un numéro 4 en départ signifie que le message a été mal reçu ou qu'il y a une erreur sur nos fameuses erreurs 404 ou 403. Dans le protocole HTTP. Dans le protocole HTTP, c'est ça. Ouais. C'est pas le seul protocole sur Internet, mais oui, dans celui-là, c'est pour que les machines se comprennent. Alors, il y a une question qui est arrivée très vite tout à l'heure, alors qu'on commençait tout juste à discuter, qui portait, j'imagine que c'est aussi parce qu'on a évoqué le fait que la technique n'était pas neutre, qui est d'emblée apparue comme étant, mais est-ce que vous pouvez expliquer et revenir sur ce qu'on a appelé la neutralité du net elle-même? Est-ce que c'est synonyme de l'expression « la technique n'est pas neutre, elle produit toujours des effets et qui sont des effets politiques et qui ont eux-mêmes des fondements politiques ». Est-ce que revenir sur la neutralité du net? C'est le même mot, mais c'est effectivement un contexte complètement différent. Donc c'est deux problèmes bien différents. La neutralité de l'Internet, c'est l'idée que
l'intermédiaire ne doit pas abuser de son pouvoir. Tout intermédiaire est forcément en position de pouvoir. Il peut, en français, le mot pouvoir a un double sens. Ça désigne une possibilité technique et ça désigne le droit de le faire. Donc, par exemple, je peux vous envoyer mon poing dans la figure. Physiquement, je peux. Enfin, la distance est un peu grande, mais si je me penchais, j'y arriverais. Par contre, je n'en ai pas le droit, et par ailleurs, je n'en ai pas l'intention. Mais ça, c'est important de distinguer les deux. Donc, l'intermédiaire, par exemple, le fournisseur d'accès Internet, les différents opérateurs, différents acteurs, peuvent interférer avec la communication. Ils n'ont normalement pas le droit, alors ça dépend après selon les pays, ça dépend de beaucoup de choses, mais normalement, ils n'en ont pas le droit. Une façon de comprendre le problème, on peut revenir à l'histoire des yaourts. Si à un moment les yaourts prennent le train, on ne s'attend pas à ce que le transporteur ferroviaire décide que non, mais c'est des yaourts aux fruits, c'est pas bien, je transporte que des yaourts blancs. Enfin, je pense que Danone, Yoplait et les Biolay et les différents producteurs seraient très surpris si la SNCF leur tenait ce discours. Il va de soi que le transporteur doit être neutre par rapport à ce qu'il transporte, modulo éventuellement des critères, par exemple de sécurité. C'est sûr que transporter du plutonium, c'est pas pareil, mais modulo des exceptions comme ça. Globalement, on s'attend à ce que les intermédiaires soient neutres. On s'attend à ce que la Poste achemine de la même façon une lettre, que ça soit une lettre d'affaires ou une lettre d'amour. On s'attend à ce que, effectivement, les transporteurs, là, je suis venu en tramway à la médiathèque, j'aurais été très surpris que la RATP me demande pour ce que j'allais faire et me dise non, finalement, ça c'est pas important, vous descendez. Bon, c'est vrai qu'en période de pandémie, il y a des précautions particulières qu'on prend, mais on espère que c'est un cas temporaire. Donc, appliqué à l'Internet, ça veut dire que les opérateurs, les différents acteurs ne devraient pas interférer avec les communications. Ça joue à tous les niveaux, ça joue au niveau du fournisseur d'accès, qui ne devrait pas me dire ah non, Netflix c'est pas bien, va voir plutôt sur Salto. Ou le contraire, hein, d'ailleurs. Dans un cas comme dans l'autre, je trouverais ça anormal. C'est pas je paye un fournisseur d'accès Internet pour accéder au service de mon choix et pas pour qu'ils disent que non, il veut celui-là ou pas d'autre. Et ça peut jouer aussi pour les auteurs de logiciels. Mon navigateur web, je veux qu'il me permette d'aller sur le site web des bibliothèques de la ville de Paris, sur Facebook, sur mon blog personnel, sur le site web de la FNIC, toutes ces choses-là. Je serais très surpris que le navigateur me dise non, ça va pas. Alors, là aussi, c'est un cas compliqué, hein, parce que justement, j'ai pris cet exemple, parce que justement, des navigateurs comme Google Chrome, des fois, vous disent oh là là, ce site-là, tu ne devrais pas y aller. Normalement, ça ne se fait que pour des raisons de sécurité, en utilisant des sites web qui ont été impliqués d'une façon ou de l'autre dans la distribution de logiciels malveillants. Mais on voit qu'on est là sur un fil extrêmement mince, puisque ça peut vite basculer à on décide de faire de la censure, on décide de faire... il y a par exemple eu un logiciel qui a été retiré du Play Store, le magasin d'applications d'Android, parce que Google disait qu'il permettait d'accéder à des sites web qui prônaient un discours de haine. C'est délirant comme argument. N'importe quel navigateur web permet d'accéder à des sites web fascistes, islamistes, nazis, tout ce qu'on veut. Donc l'argument était délirant, mais il illustre bien le pouvoir qu'ont les intermédiaires et comment ils peuvent en abuser. Et plus spécialement pour la neutralité de l'Internet, on s'est focalisé sur la neutralité des fournisseurs d'accès qui doivent donc, j'avais dit, ne pas décider s'il devait voir Netflix ou Salto. Il peut y avoir des tas de raisons de choisir l'un plutôt que l'autre, mais ça ne regarde pas Free, Orange ou SFR. D'accord. Mais en revanche, quand un Play Store ou un magasin d'applications quelconque se permet finalement de mettre de côté ou de limiter le choix d'applications pour des critères comme celui que vous avez évoqué, là on bascule dans autre chose. Mais quand on parle généralement de neutralité du net, c'est vraiment pour les fournisseurs d'accès. Tout à fait. Et donc parce qu'il y a eu historiquement des problèmes avec des fournisseurs d'accès réclamant un droit de regard et disant qu'ils pouvaient décider alors soit d'acheminer ou pas les communications, soit de les acheminer mais en les restreignant la capacité réseau disponible de manière à ce que ça soit vraiment pénible à utiliser. Il y a eu plusieurs cas, mais notamment un cas particulièrement spectaculaire entre Free et Google il y a quelques années où la capacité réseau pour YouTube était catastrophique parce que Free était engagé dans un bras de fer avec Google et utilisait comme moyen de faire pression la limitation de la capacité du réseau. Ce qui veut donc dire que cette neutralité du net, si on l'estime à un état donné aujourd'hui par exemple, demain il peut en être tout à fait autrement, globalement, mais également pays par pays.
Oui, par exemple, c'est un des premiers trucs qu'a fait Donald Trump après qu'il soit élu président des États-Unis, c'était de nommer un nouveau responsable à la tête du régulateur, la FCC, et de demander de supprimer une règle de la FCC qui datait d'Obama, qui mettait explicitement noir sur blanc le respect de la neutralité de l'Internet dans les obligations des opérateurs. D'accord. Donc ça, ce sont des interventions de la puissance publique qui, clairement, posent des jalons pour éviter des abus. Oui, tout à fait. Ceci dit, avant Obama, il y avait de facto une neutralité parce que les opérateurs ne pensaient pas interférer. La FCC du temps d'Obama avait mis la règle noir sur blanc parce que justement il y avait des pressions pour violer cette neutralité. Et maintenant que les États-Unis changent de président, on va voir ce que ça donne. Ouais. Alors, vous avez dit droit de regard, on a pris l'image de aller voir ce qui se passe, ou quelles sont les informations qui circulent dans un câble, par exemple. Je crois que dans votre livre, à un moment donné, vous évoquez des pays européens, et je crois que c'est l'Allemagne de mémoire, dont vous dites que, ou vous expliquez dans un article, je ne sais plus, que l'Allemagne n'avait pas réussi à empêcher... Alors, c'est un tribunal allemand qui n'avait pas réussi à empêcher les services de renseignement d'aller justement plonger dans les données qui circulaient sur Internet. Donc, ça doit être la surveillance du DKIX. Le DKIX, c'est un point d'échange, c'est un endroit où les opérateurs s'interconnectent. Et l'un des plus gros en Europe, c'est le DKIX à Francfort. Les services... Est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment comme une bourse d'échange On peut. D'accord. On peut, ou un rond-point où tous les autoroutes convergent. D'accord. Chaque autoroute étant gérée par une organisation différente. Et donc où les services policiers allemands souhaitaient pouvoir mettre des dispositifs d'écoute sur le DKIX pour voir ce qui se passait. Le DKIX a fait un recours devant les tribunaux qu'il a perdu. Ce qui donc de facto signifie qu'un État, en l'occurrence un État démocratique d'une des grandes démocraties européennes, a un droit technique et plus que donc le pouvoir à la fois technique et le pouvoir juridique d'aller observer ce qui circule sur ce carrefour. Alors, le pouvoir technique, ça fait pas de doute, puisque c'est ce que je disais un peu sur le numérique au début. La nature du numérique fait que observer, copier, traiter les données, c'est relativement facile et relativement bon marché. Le pouvoir juridique, après, c'est compliqué. Je ne suis pas juriste et je sais que c'est compliqué, que ça rentre on rentre dans tout un tas de détails après. Par exemple, en France, il y a un truc sur la possibilité d'observer les données de connexion, mais seulement les données de connexion. Et puis il y a tout un débat à savoir qu'est-ce que ça veut dire données de connexion exactement. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale il y a quelques jours où le rapporteur avait dit données téléphoniques à la place de données de connexion. Oui, ça devait être la même chose pour lui, ou alors il n'avait pas bien compris. Tout ça est très embrouillé. Et souvent, en plus, on n'a pas forcément, comme c'est très difficile de prouver que ça a eu lieu, on n'a pas forcément un procès qui aurait tranché et qui aurait permis de savoir qu'est-ce qui est exactement légal et qu'est-ce qui n'est pas. D'accord. Sans compter le fait que tous les États font aussi des choses qui sont illégales. Ça, c'est une autre histoire. Oui, mais ça, effectivement, c'est sous les radars, forcément. Parmi les acteurs qui se saisissent de ces questions, enfin, j'imagine que c'est aussi vous êtes, j'imagine, vous-même aussi membre, en tout cas, de cet groupe de réflexion, si ce n'est des groupes d'action. On a souvent l'impression que ce sont des associations, des mouvements d'éducation populaire, enfin des mouvements en tout cas périphériques qui ne sont ni publics, en tout cas qui ne sont pas publics mais qui ne sont pas marchands non plus, donc on est plutôt dans l'univers des ONG pour le dire simplement, et que c'est de ces univers-là que viennent la contestation de droits nouveaux donnés à des pouvoirs en place, l'ouverture de la boîte noire de tous ces systèmes techniques pour les rendre publics précisément. Est-ce que c'est plutôt un signe de vitalité démocratique dans des États comme les nôtres, ou est-ce que c'est plutôt pour pointer la défaillance de l'État ou des puissances publiques qui ne sont pas assez vigilantes sur... qui sont les ennemis en quelque sorte, ou qui sont les acteurs les plus importants? Les États dont on voudrait... contrôler les agissements parce que nous sommes des citoyens, ou bien les entreprises privées qui fonctionnent sur ou sous le radar pour leurs activités marchandes? Il n'y a pas vraiment de différence. En plus, Bruce Schneier aime dire que la surveillance est un partenariat public-privé, c'est-à-dire que les deux sont d'accord.
On l'a bien vu avec l'affaire TikTok aux États-Unis, où les États-Unis, c'était la première fois qu'on avait une grosse plateforme d'intermédiaires qui n'était pas une entreprise états-unienne. Et les États-Unis, qui avant reprochaient à la Chine son protectionnisme et reprochaient de favoriser les opérateurs chinois, tout à coup ont exigé que TikTok soit vendu à un opérateur états-unien, on ne puisse plus opérer aux États-Unis. Donc ça montre d'une part l'hypocrisie des hommes politiques, c'est pas nouveau, et d'autre part l'importance du contrôle effectivement de ces entreprises. Donc il n'y a pas, quand on voit que par exemple Amazon a récemment intégré dans son conseil d'administration l'ancien directeur de la NSA, c'est-à-dire le service d'espionnage électronique aux États-Unis, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'un côté les gentils États et de l'autre les mauvaises entreprises, ou le contraire, le méchant État et les gentilles entreprises, c'est le même monde. Et le partenariat public-privé joue pour toutes leurs activités. Donc le problème maintenant pour ce qui est du débat politique, le problème c'est aussi une des motivations que j'avais pour mon livre, c'était que j'ai l'impression que justement ça ne fait pas partie du débat politique habituel. Quand il y a une élection présidentielle, législative, on ne parle pas tellement des questions liées au numérique. Et il y a souvent chez les hommes politiques, souvent des consensus, même y compris au-delà des partis. Quand, par exemple, l'Union européenne a décidé pour la directive copyright qui étend beaucoup les droits des ayants droit, il n'y avait pas vraiment de différence gauche-droite. C'était un peu tous les partis, à quelques exceptions près, qui étaient d'accord. Donc on a des problèmes politiques qui ne sont pas traités dans le cadre des débats politiques normaux. Vous parliez des associations tout à l'heure qui interviennent dans le débat politique, comme l'EFF aux États-Unis, la Quadrature du Net en France. Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin d'associations pour ça. Défendre les libertés dans le monde numérique, ce que fait la Quadrature du Net, normalement, il y a des associations spécialisées en défense des libertés, puis il y a des partis politiques qui se réclament des libertés, des valeurs de la République et tout ça, qui devraient monter au créneau quand ces libertés sont menacées. Il se trouve que quand c'est le numérique, souvent, c'est pas le cas. C'est pas fait, voire même, on voit des gens qui dans le reste de la politique, s'affirment en défenseurs des libertés. Quand il s'agit du numérique, disent le contraire. On voit par exemple des gens réclamer que des entreprises privées, comme Google ou Facebook, filtrent les contenus et décident des contenus qui sont acceptables ou pas. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dire si quelqu'un suggérait que les imprimeurs des journaux doivent relire les articles et virer ce qui ne convient pas? Il y aurait une révolution, des barricades, ça serait tout de suite, et puis alors des pétitions dans le monde signées par 500 intellectuels. On ne constate pas ça pour le numérique, on constate exactement le contraire. On voit des demandes pour le numérique qui appliquées à autre chose que le monde du numérique susciteraient l'indignation. Donc ça, c'est sans doute en partie le résultat d'une ignorance et de ne pas comprendre vraiment comment fonctionne le numérique, ses particularités et ce qu'il faut faire. Et puis, alors, quand je dis l'ignorance, je suis gentil. Il y a aussi des fois de la simple mauvaise foi. Donc le numérique est un univers comme les autres, et à ce titre, tous les grands acteurs politiques devraient se saisir et prendre position au nom des mêmes principes et ne pas déroger au motif que c'est un domaine numérique un peu obscur, un peu compliqué, et j'imagine que c'est une des causes de cette ignorance. C'est qu'il y a une barrière à l'entrée importante, même si votre livre permet de franchir un cap assez important quand on s'y intéresse d'un peu plus près. Alors, des fois, et donc oui, ça devrait être traité pareil, et justement ça ne l'est pas au sens où il y a plus de lois répressives concernant le numérique. Pendant le débat sur la loi Avia, sur la haine en ligne, Laetitia Avia avait dit à un moment que ce qui était interdit dans le monde physique devait être interdit dans le monde numérique. Mais c'est le cas. Les lois qui, par exemple, interdisent, je sais pas, la propagande raciste, par exemple, sagement, ces lois ne précisent pas le support. En gros, la propagande raciste est interdite, que ce soit à la radio, par voie d'affiche dans la rue ou sur un site web. Donc, en disant ça doit être interdit aussi dans le numérique, elle mentait, il n'y a pas d'autre mot. Elle mentait, puisque justement c'est le cas. Qu'une députée ne le sache pas, c'est quand même un peu inquiétant. Oui, c'est des choses qui arrivent en effet. C'est une question qui est arrivée aussi tout à l'heure à propos des infrastructures techniques comme les câbles de connexion et les câbles transatlantiques. Je pense que c'est un objet qui doit faire un peu rêver. On est entre Jules Verne et le monde d'aujourd'hui. Ces câbles sont-ils propriété d'un acteur en particulier? Est-ce
Est-ce que ces câbles sont propriété d'Orange si jamais ce sont des fibres Orange qui sont à l'intérieur? Est-ce que là aussi on est dans une coopération internationale dont on n'a pas très conscience finalement? Et qui contrôle non pas ce qui passe dans les fibres, mais plutôt qui contrôle si on peut ou non mettre des câbles dans des domaines, pour le coup, au-delà des territoires maritimes de chaque État? C'est effectivement un problème, c'est que cette infrastructure physique n'est pas une infrastructure publique, contrairement aux routes, aux chemins qu'il y a, ou à quelques exceptions près. Bon, les routes sont une infrastructure publique, gérée par l'État. Il peut y avoir des concessions, notamment pour les compagnies autoroutières, c'est contestable, mais enfin, c'est une concession limitée et encadrée, de la même façon qu'il y en a pour l'espace hertzien, celui des ondes électromagnétiques, qui est également une ressource publique et qui peut être louée par le biais d'enchères, par exemple, à des opérateurs, mais là encore très encadré, avec des tas d'obligations, comme par exemple d'éviter de mettre trop fort près des aéroports pour ne pas perturber leurs communications, des choses comme ça. Il n'y a pas l'équivalent pour les câbles sous-marins. Là, ce n'est pas une infrastructure publique, il n'y a quasiment pas de câbles qui soient publics, ils sont quasiment tous propriété privée, et donc l'infrastructure physique de toutes nos communications repose effectivement sur quelque chose de 100% privé, ce qui est déjà un petit peu embêtant. Ensuite, pour les propriétaires... En tout cas, surprenant. Oui. Ensuite, pour les propriétaires, c'est quand même très cher de passer un câble et a fortiori de l'entretenir, parce qu'il y a toujours quelque chose qui casse à un moment ou à un autre. Donc, même les plus grosses entreprises ont du mal. En général, ils se regroupent. En fait, on crée un consortium et ce consortium remet en plusieurs acteurs. Et ensuite, c'est eux qui font passer le câble, des fois en sous-traitant la pose et l'entretien du câble, mais c'est le consortium qui gère le câble, et donc il n'y a pas beaucoup de câbles qui sont propriété d'une entreprise unique. Maintenant, en pratique, la principale conséquence, je dirais, politique des câbles sous-marins et de leurs particularités, c'est que souvent, c'est l'inégalité extrême de leur répartition. Il y a des endroits entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, il y a une quantité de câbles incroyable, entre la France et l'Algérie, beaucoup moins déjà, et encore plus entre d'autres pays, y compris qui sont proches. Donc il y a souvent un manque de connexion qui se traduit par des prix élevés, une capacité insuffisante et des risques de coupure plus importants, soit accidentels, soit volontaires. Et puis souvent, les États-Unis jouent un rôle de facto de hub, de point d'interconnexion de tout le monde. Donc quand vous regardez une carte, par exemple, vous avez l'impression qu'entre le Brésil et l'Angola, ça va tout droit et c'est facile. Mais en fait, la communication va passer par les États-Unis avec tout ce que ça permet de contrôle, de surveillance. Il y avait un projet de faire un câble lusophone Brésil-Angola. Je ne sais pas si ça aboutit. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, ça n'existait pas. Donc finalement, dans la capacité des entreprises et des États à utiliser ou à se brancher sur ces câbles, on a un décalque des puissances à la fois publiques mais également de grandes entreprises pour réaliser ce câblage. Est-ce que dans la configuration actuelle, il y a des troubles faits des États dont et la puissance technologique, et économique et financière finit par concurrencer ou venir inquiéter, déranger le jeu des plus grands opérateurs de ce type? Est-ce qu'on retrouve une géopolitique des câbles de la même façon qu'on aurait une géopolitique des pipelines, par exemple, ou de la diplomatie? La différence, c'est que les pipelines, les câbles aussi circulent sur le sol terrestre. Il y a les câbles sous-marins, les ceux terrestres sont par définition sur le territoire d'un État. Donc là, on est dans un environnement qui est très régulier au contraire. Les câbles sous-marins, c'est une autre histoire. Et là, on a effectivement des débats géopolitiques, mais qui passent par un prisme sérieux, qui est le fait que passer des câbles et les entretenir, c'est extrêmement cher. Et donc en pratique, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et la géographie est souvent contrariante dans ce domaine-là. Il n'y a pas le sol des océans, par exemple, est assez tourmenté, donc on ne peut pas faire passer les câbles où on veut. D'accord. Mais en fait, plus précisément, je me demandais si l'Inde est un acteur, un géant économique, technologique, etc., joue
aujourd'hui à jeu égal avec d'autres pays comme les États-Unis, voilà, en particulier? Alors, il y a des opérateurs Internet qu'on appelle en anglais les Tier 1, opérateurs de premier niveau, qui sont ceux qui n'ont pas besoin d'acheter de la capacité réseau à personne. C'est au contraire eux qui en vendent et qui s'interconnectent entre eux, mais qui ne pas dans une relation de client-fournisseur. Juste une interconnexion entre égaux. Parmi ces Tier 1, il y en a un indien, Tata, qui est un gros consortium qui fait plein de choses. On voit des camions ou des Tata circuler partout dans le monde, par exemple, mais c'est aussi un opérateur de télécommunications. Ceci dit, je ne crois pas, mais ce n'est pas vraiment le domaine le plus compétent, je ne crois pas qu'ils aient tellement de câbles sous-marins à eux. Je vois peut-être un entre l'Inde et Sri Lanka, mais j'en suis même pas sûr. Pareil, ils prennent des parts, soit ils sont membres d'un consortium qui passe un câble, soit ils louent de la capacité sur ces câbles au consortium en question. Donc avoir une infrastructure physique partout, c'est vraiment très cher. D'accord. Alors, c'est un morceau de bravoure à cette heure-ci d'arriver à ce point blockchain, mais c'est une question qu'on s'était dit qu'il fallait aborder aussi avec vous. Vous l'abordez un peu dans votre ouvrage. Alors, quelques mois, quelques années ont passé maintenant. Est-ce que c'est un des systèmes alternatifs qu'il faudrait introduire et multiplier finalement à tous les niveaux de la réflexion technique pour casser en quelque sorte le fonctionnement routinier presque dans lequel on est aujourd'hui et qui empêche le contrôle des individus sur la circulation des flux sur Internet? Alors la chaîne de blocs, blockchain, c'est une technique très intéressante et remarquable techniquement. Ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a certains problèmes que ça traite bien. Le plus gros succès de la chaîne de blocs, c'est la crypto-monnaie Bitcoin, parce que dans ce cadre-là, la chaîne de blocs est bien adaptée. Normal, elle a été conçue pour ça. Il y a d'autres problèmes que ça ne résout pas forcément. Il y a eu une tendance, c'est un peu terminé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au moment où mon livre est sorti, la tendance était un peu que pour tous les problèmes, la solution c'était la chaîne de blocs. Et on voyait tout un tas de consultants qui faisaient ça et tout un tas de projets, par exemple des startups qui voulaient obtenir des fonds, qui rajoutaient blockchain toutes les 3 lignes dans leur proposition parce que sinon on n'avait pas d'argent. Ça c'est un peu. Donc il y a une mode blockchain. Il y a des modes comme il y a tout le temps des modes. Aujourd'hui c'est plutôt l'IA. Demain je parierais assez pour ce qui est quantique. Je pense que demain il va falloir mettre quantique partout si on veut avoir des levées de fonds qui réussissent. Et c'est souvent le même problème, c'est-à-dire qu'on prend une technique réelle, utile, qui résout effectivement un certain nombre de problèmes, et ensuite on en fait la solution magique qu'il suffit de claquer sur absolument tous les problèmes. Donc, est-ce qu'il y aurait une manière relativement simple, comme vous êtes un grand pédagogue, pour essayer de dire finalement ce que la technique blockchain permet de faire et à quel type de problème elle permettrait d'avancer sur quel type de questions par rapport à notre sujet qui est l'infrastructure Internet? Alors, ce qu'elle permet de faire, c'est d'arriver à un accord sur un état avec un petit entre des acteurs qui ne se font pas confiance. Un exemple typique d'état, c'est les comptes en banque. J'ai 500 €, lui il en a 300, si je lui passe 200 €, ça sera le contraire, et il faut qu'il y ait à un moment un accord sur un état, à savoir que mon compte en banque a 500 €, le sien en a 300, qu'on ne dise pas tous les deux, non, j'ai 500 €, alors que c'est pas vrai, on ne peut pas faire apparaître de l'argent comme ça. Donc ça, c'est un exemple d'état, l'état des comptes en banque, et on est entre des gens qui ne se font pas forcément confiance, parce que le but originel de Bitcoin, c'est d'avoir une monnaie qui ne soit pas contrôlée par des banques, ni la banque centrale, ni d'autres banques. Donc, le problème de la confiance est d'autant plus crucial qu'il était prévisible qu'il y aurait des gens qui essaieraient de tricher. Donc ça, la chaîne de blocs réussit bien cet objectif, et c'est d'ailleurs pour ça que son plus grand succès, c'est le Bitcoin, que d'ailleurs tous les 3 mois, les prophètes de malheur disent de toute façon c'est fini maintenant le Bitcoin, et puis à chaque fois non, c'est pas fini, ça continue à marcher, ça continue à être parce que finalement ça répond à un vrai problème, enfin cette technologie-là, cette technique-là plus exactement, qui permet de se mettre d'accord lorsqu'on n'a pas confiance avec une partie tierce, est un véritable problème. Alors après, ça ne répond pas à tous les problèmes, notamment tous les problèmes où il y a une interaction avec le monde physique, on ne sait pas bien faire.
la monnaie, c'est bien parce que la monnaie, c'est toujours virtuel. Il y a, dans les discours erronés sur la chaîne de blog, il y a eu des choses du genre ah ben Bitcoin, c'est pas une vraie monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Mais la monnaie, ça a toujours été virtuel. Depuis que Philippe le Bel grattait les pièces d'or pour enrichir le trésor royal, il a été, c'était un grand pédagogue lui aussi, puisqu'il a enlevé de l'or et dit que ça avait la même valeur. Et que ceux qui n'étaient pas d'accord, ils avaient des gros ennuis. Donc c'était la meilleure explication du fait que la monnaie est virtuelle. Donc quand quelque chose est complètement virtuel, comme la monnaie, la chaîne de blocs marche bien. Quand il faut interagir avec le monde extérieur, c'est plus compliqué. Donc j'ai vu des projets du genre permettre d'utiliser les chaînes de blocs pour par exemple des gens qui fabriquent de l'électricité avec un panneau solaire chez eux et pour l'échanger. Là, c'est le problème, c'est qu'il faut une interaction avec le monde physique. Et ça, la chaîne de blocs, c'est pas bien de faire. Mais si on revient à notre monsieur et madame Michu, qui sont sur 2 continents éloignés et qui doivent s'échanger un message, par exemple, de quelle façon de qui doit-on se méfier dans cet échange d'un contenu très simple, un message, par exemple? Alors, s'ils veulent échanger un message et être sûr qu'il arrive, qu'il n'a pas été modifié, que personne ne l'a lu, la cryptographie fournit des tas de solutions qui sont mises en œuvre dans des logiciels comme Signal, par exemple, sur les ordiphones, mais il y en a plein d'autres. Donc là, le problème technique est largement résolu. Mais là, on n'est pas dans un cas où ils ne sont pas opposés. Ils veulent communiquer. Ouais. Monsieur Michu veut vraiment lire ce que dit Madame Tout-le-Monde et réciproquement. Les problèmes que résout Bitcoin, c'est des problèmes où en plus les 2 acteurs ne sont pas forcément d'accord. Ou même il y en a même certains qui sont franchement malhonnêtes et qui voudraient essayer de tricher. Du point de vue technique, la preuve de l'extraordinaire qualité de Bitcoin et de la chaîne de blocs, c'est que depuis 10 ans, des tas de gens ont essayé de tricher et ils ne sont pas arrivés. Ça prouve que c'était quand même bien conçu. C'est très robuste. Je tire mon chapeau à Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin, parce que c'est assez extraordinaire. Ça marche. Alors qu'il y a vraiment eu des gens qui ont essayé vraiment de tricher. Et si on est obligé de procéder par analogie avec des images forcément un peu approximatives, dire ce que concrètement cette technique suppose, c'est qu'elle découpe les paquets de données qui sont censés être transmis et permet de leur circulation par de multiples canaux. Ou bien je suis à côté de la plaque. Oui, non, la chaîne de blocs, en fait, c'est l'idée que toutes les transactions sont mises dans un livre des opérations qui est public, qui est chaîné, c'est-à-dire que chaque transaction a une référence à la précédente, ce qui fait qu'on ne peut pas enlever une transaction, par exemple, sans casser tout le livre des opérations, et ce livre est public. Ce qui fait d'ailleurs que la chaîne de blocs n'est pas adaptée à certaines utilisations. On a parlé de vote sur la blockchain, c'est absurde, parce que si on veut que le vote soit secret, ça ne peut pas marcher. Donc tout repose sur, c'est encore un mécanisme pair à pair. Donc ça montre la puissance de mécanisme pair à pair, c'est que chacun a une copie de ce livre des opérations et chacun peut le vérifier. Et donc n'a pas besoin, chacun peut vérifier son intégrité, c'est simplement qu'il n'y a pas des bitcoins qui sont apparus comme ça tout d'un coup là, ou que si quelqu'un a dépensé bitcoin, effectivement il n'en a plus après. Donc c'est ça que la force de la chaîne de blocs, et ça illustre aussi un autre concept important d'Internet, c'est le côté innovation sans permission. Il n'y a pas de dirigeant d'Internet, il n'y a pas de directeur d'Internet qui serait chargé, par exemple, d'examiner les innovations et de décider si elle est bonne ou pas. Satoshi Nakamoto a publié son article avec un logiciel qui mettait en œuvre l'idée. Des gens, au début, ils n'étaient pas très nombreux, puis ils sont devenus petit à petit plus nombreux, l'ont fait tourner. Et pour ça, on n'a pas besoin d'autorisation, ni des fournisseurs d'accès Internet, ni de l'ICANN, ni de l'AFNIC, ni de n'importe qui d'autre. C'est très important. Il y a une autre invention très importante qui est née comme ça, c'est le web. Quand l'Internet a été conçu, personne ne pensait au web. Ça ne faisait pas partie des applications envisagées. Mais 2 chercheurs au CERN, Tim Berners-Lee et Robert Caillot, ont eu l'idée et ils ont fait pareil. Ils ont publié un article expliquant comment ça marchait. Ils ont publié le logiciel, c'est-à-dire installez-le sur vos machines. Au début, il y a 3-4 copains qui l'ont utilisé. On dit ah c'est cool. Et puis aujourd'hui, on sait le succès que ça a été. S'il y avait eu une direction de l'Internet, on discutait tout à l'heure des avantages et inconvénients d'avoir une direction Internet. Si on avait eu une et qu'on lui avait présenté le projet, le web serait peut-être jamais né. Alors elle aurait sans doute dit oh c'est quoi ce truc, oh non, c'est pas très intéressant. D'accord.
En passant, vous avez cité le chiffrement, et finalement c'est une technique relativement simple, même si elle peut prendre des formes très sophistiquées, mais qui permet de sécuriser, en tout cas, l'intégrité d'un message adressé d'un point A à un point B. Il me semble que vous écrivez dans votre livre que le chiffrement est un vieux thème qui est aussi vieux que ne le sont les débats autour de l'Internet, et que pourtant on n'a pas réellement mis en œuvre, on n'a pas rendu possible un chiffrement pour tout le monde, acteurs publics, privés, individus ou institutions, de façon à sécuriser, ou faut-il le faire, de façon à sécuriser les échanges? Alors, c'est partiellement en cours. Par exemple, pour le web, la grande majorité des échanges maintenant sont en HTTPS, donc le petit cadenas qui apparaît à gauche de la barre d'adresse, Ouais. et qui indique que la communication entre votre navigateur web et le serveur est chiffrée. Donc dans le web, le chiffrement aujourd'hui, c'est pas 100%, mais enfin, c'est quand même pas très loin de 100%. Il y a des efforts actuellement pour généraliser, puisque l'idée c'est que la sécurité, elle doit être pour tout le monde. Elle ne doit pas être notamment réservée aux techniciens les plus pointus qui savent faire des trucs compliqués. Par exemple, le protocole Quick dont j'avais parlé tout à l'heure, qui vise en partie à remplacer l'actuel protocole TCP de transport. Quick est systématiquement chiffré. Il n'y a plus de mode de communication en clair avec Quick. C'est forcément totalement chiffré dès le début. Et donc, le déploiement d'un tel protocole contribuerait à la généralisation du chiffrement. Alors, pour des raisons qu'il est un peu trop difficile d'expliquer maintenant, ça ne résoudra pas tous les problèmes de sécurité, mais en sécurité, de toute façon, on ne résout jamais tous les problèmes. On limite les dégâts. On ne fait que limiter les dégâts, et donc l'augmentation de l'utilisation du chiffrement contribue à limiter ces dégâts. Dans les initiatives qui ont été souvent citées, je crois que c'est la première question qui est arrivée tout à l'heure. Évidemment, pour l'Europe, il s'agissait du RGPD, donc une initiative qui est censée garantir, en tout cas, une forme de protection des données personnelles. Vous avez quasiment dit tout de suite que finalement cette affaire-là était contournable assez aisément et que beaucoup d'acteurs violaient allègrement ce règlement. Est-ce que ça veut dire pour vous que ça ne va pas assez loin? Est-ce qu'on tape à côté de la cible en fait? Et est-ce que ça revient à la question plus globale de réguler ces affaires-là n'est pas toujours la solution? Quand on veut s'attaquer à un problème d'une manière un peu trop... ou pas assez informé, on risque de perturber et d'appliquer un remède qui est pire que le mal. Est-ce que c'est le cas du RGPD pour vous, ou bien cela représente de toute façon une avancée sur laquelle il n'y a pas à revenir? C'est un progrès, hein. Le RGPD c'est un gros progrès, donc c'est une très bonne chose qu'il soit là, c'est très très bien. Il a des faiblesses internes et des faiblesses externes. Une des faiblesses internes, c'est la liste d'exceptions, qui est très longue et qui se termine par intérêt légitime. C'est-à-dire, il y a tout un tas de motifs pour lesquels on peut faire ce qu'on veut avec les données personnelles. Et le dernier, c'est intérêt légitime, une notion extrêmement vague et que tout le monde peut adapter. Donc ça, c'est les faiblesses internes. Il y a des faiblesses externes aussi qui sont liées à la difficulté de le faire respecter, en raison notamment des particularités du monde numérique. Par exemple, un des principes du RGPD, mais qui était déjà depuis 40 ans dans la loi informatique et liberté en France, c'est qu'on doit supprimer les données quand on n'en a plus besoin. C'est extrêmement difficile de s'assurer que des données sont supprimées. Il n'y a pas autant un objet physique qu'on peut voir. Et imaginons qu'il y ait, quand il y a eu par exemple la chute de l'Union soviétique et qu'il y a eu les armes nucléaires qui ont été rapatriées en Russie, on ne planque pas une arme nucléaire dans un tiroir, donc c'était possible au moins en théorie de vérifier. Même s'il y a eu des scénarios de films d'action où il y avait une arme nucléaire qui était volée, en pratique c'est quand même assez gros et ça se planque difficilement. Idem quand il y avait eu les accords sur la limitation des missiles portant des charges nucléaires, avec tout un protocole de vérification entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors chacun soupçonnait l'autre de tricher, sans doute à juste titre d'ailleurs, mais un missile, surtout avec toute l'intendance qu'il faut autour, ça ne se planque pas facilement. Dans le cas du numérique, tout se planque facilement.
Si je voulais vérifier qu'il n'y a pas un fichier illégal dans cette bibliothèque, comment je ferais? Je pourrais me connecter sur tous les ordinateurs, regarder tout. D'abord, je n'arriverai pas à tout trouver, il y a trop de choses. Et puis, je ne pourrais absolument pas m'assurer qu'il n'y a pas une clé USB planquée quelque part avec un fichier illégal. Donc, le numérique, les particularités techniques du numérique font que c'est extrêmement difficile de vérifier ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Les lois sont jamais, il n'est jamais possible de faire respecter à 100% une loi. Ça n'existe pas, sauf dans les rêves des dictateurs totalitaires. Il y a toujours des tricheurs. Ce que peut faire la loi, c'est qu'elle dit les principes, et après, on attrape qui on peut. Il y a des tas de crimes impunis, c'est malheureusement inévitable, sauf dans un système comme dans Minority Report, on prévoit les crimes en visée lieu. Donc le RGPD est difficile à faire respecter, mais sa principale faiblesse, c'est plutôt dans le fait que même ce qui est possible de faire n'est pas fait à l'heure actuelle. Le cas typique, c'est que vous allez sur un site web où il y a un bandeau qui traite des données personnelles et qui envoie des cookies pour des petites informations qui sont stockées sur votre navigateur, et votre navigateur renverra automatiquement à chaque fois pour vous identifier. Vous êtes obligé de mettre un bandeau d'avertissement dans certains cas. Il n'est pas systématiquement obligatoire, c'est plus compliqué que ça. La plupart de ces bandeaux violent le RGPD de manière évidente. Le cas le plus typique, c'est quand il y a juste le bouton « j'accepte ». Il n'y a pas de possibilité de refuser. C'est une violation d'un principe qui est très clair dans le RGPD, qui est que on doit avoir le choix, consentement. Si on peut dire que juste je suis d'accord, c'est pas du consentement. T'es d'accord, hein? T'es d'accord, hein? Donc là-dessus, les gens qui font ça ne se cachent même pas. Donc j'avais parlé des difficultés à détecter certains tricheurs, et là on parle de gens qui ne se cachent même pas. Il suffit de visiter le site web, de voir que le bandeau est illégal, et rien n'est fait. Si on voulait récolter de l'argent avec des amendes, ça serait facile. Hein. Le nombre de gens qui trichent et de manière visible, il serait trivial de les poursuivre et de leur coller une amende. Et ce n'est pas fait à l'heure actuelle. Donc c'est ça le plus gros problème à l'heure actuelle. C'est que la loi et le RGPD est bonne. La plupart des principes du RGPD étaient déjà dans l'informatique et liberté il y a 40 ans. De toute façon, autant pour certains pays européens, puisque le RGPD est un règlement qui s'applique dans tous les pays européens, pour certains pays européens, c'était vraiment un gros progrès. Pour des pays comme la France ou l'Allemagne, la différence est nettement moins spectaculaire, puisqu'il y avait déjà des lois de protection des données qui n'étaient pas respectées et qui continuent à ne pas l'être. Donc le vrai problème, il est là. Donc oui, c'est une bonne chose qu'il y ait cette loi. Maintenant, c'est comme toutes les lois. Si elle n'est pas appliquée, ça ne sert pas à grand-chose. Et peut-être une dernière question pour finir, qui vient d'un élève étudiant en informatique. Enfin, c'est d'une discussion en tout cas avec cet étudiant qui me disait mais la nouvelle génération d'informaticiens en cours de formation est sensibilisée à toutes ces questions. Alors, j'ai bien vu que le profil de cet étudiant était un profil assez militant, mais il me soutenait qu'au fond, ces jeunes générations d'informaticiens ou d'informaticiennes étaient très sensibles à ces questions et allaient donc injecter une dose de ces considérations très importantes dans leur métier pluriel. Est-ce que c'est votre sentiment, après avoir traversé, vous, énormément d'institutions dans lesquelles vous avez croisé ces générations successives d'informaticiens ou d'informaticiennes? Je voudrais bien que ça soit vrai. D'accord. Je pensais qu'on allait finir sur une note plutôt positive. Je voudrais bien que ce soit vrai, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Parce que dans beaucoup d'écoles d'informatique, il n'y a pas ou peu de formation sur des questions de genre droit ou éthique. Et quand il y en a, c'est à part. Il y a un cours, oui, il y a un cours d'éthique où on va, ce qui est obligatoire, mais ça ne veut pas dire vraiment que ça soit intégré dans tout. Je me souviens d'avoir vu le programme d'une formation, ce n'était pas une grande école d'ingénieur ou université, c'était une formation pour des développeurs web, où il y avait, dans le programme de la formation, il y avait une heure sur droit, éthique et RGPD en heure, et puis après il y avait 50 heures sur comment mettre des cookies pour suivre à la trace ce que faisaient les gens. Donc ça... Certes, c'est pas zéro comme sensibilisation, mais c'est pas. Mais ça relève de la bonne conscience. Voilà, il y a toujours, ça va pas forcément assez loin. Et en plus, c'est pas forcément une bonne idée de tout faire reposer sur les informaticiens, parce que certains s'en moquent, d'autres peuvent se trouver dans une position difficile face à leur employeur et avoir du mal à résister aux demandes de l'employeur, parce que quand on parle
aux gens qui sont informaticiens dans les sociétés où le site web a un bandeau cookie illégal, la réponse c'est en général ah oui, mais c'est la direction qui exigeait parce que sinon il n'y avait pas assez de clics, on perdait trop de gens, l'entonnoir se rétrécissait, enfin des choses comme ça. Donc, et puis de toute façon, du point de vue plus citoyen, c'est important que le respect des lois ne dépende pas uniquement de la bonne volonté des gens sur le trajet, parce que ils peuvent être bons, mais ils peuvent être mauvais, ou ils peuvent être indifférents. Et donc il y a tout un tas de lois qui sont importantes pour s'assurer que même avec des gens qui ne sont pas parfaits, les lois soient quand même respectées. Donc l'argument... donc c'est bien si les jeunes informaticiens sont plus sensibilisés, sont plus conscients du problème, mais ça ne doit pas être une excuse pour la société dans son ensemble. Et puis, bon, je vais citer Star Wars. Quand on cause informatique, on cite forcément Star Wars, c'est la référence absolue des geeks. Le côté obscur est puissant. Pour un informaticien payé par l'EFF ou la CLU, la Quadrature du Net, pour faire des travaux veillant à améliorer la protection de la vie privée, on en a des dizaines, des centaines qui sont payés par Palantir, par Criteo ou par d'autres entreprises dont le métier est justement au contraire de violer la vie privée. Bon, en tout cas, ce n'est pas le moindre des mérites de votre livre que de permettre que sortent ces questions bien au-delà du cercle des initiés. Livre que je vais tâcher de rapprocher de la caméra. Cyberstructure, l'Internet, un espace politique est publié aux éditions CEF. Merci beaucoup Stéphane Bortsmeyer d'avoir bien voulu nous introduire à ces questions souvent difficiles. Vous le faites dans votre livre avec beaucoup de pédagogie. J'espère cela est bien apparu dans cette conversation que nous avons eue. Vous parliez du côté obscur de la force. Nous avons, je crois, juste derrière nous, une audience très attendue avec une prise de parole du président. Nous allons nous quitter sur cette image. Il nous faut laisser l'audience sur d'autres cieux. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.